Il y a une question que personne ne pose vraiment, et pourtant c'est la seule qui compte. On parle des Su-57, des S-400, des sous-marins Kilo. Impressionnant, documenté, réel. Mais ça, c'est la vitrine. La vraie question stratégique, celle qui sépare une puissance militaire durable d'un château de cartes, c'est celle-ci. Est-ce que cette armée peut se maintenir, se réparer, se moderniser et se ravitailler seule, sans qu'un... Il y a une question que personne ne pose vraiment, et pourtant c'est la seule qui compte. On parle des Su-57, des S-400, des sous-marins Kilo. Impressionnant, documenté, réel. Mais ça, c'est la vitrine. La vraie question stratégique, celle qui sépare une puissance militaire durable d'un château de cartes, c'est celle-ci. Est-ce que cette armée peut se maintenir, se réparer, se moderniser et se ravitailler seule, sans qu'un fournisseur étranger puisse du jour au lendemain fermer le robinet pour des raisons politiques? Parce que regardez l'histoire. Les armées africaines et arabes sont pleines de ces exemples-là. Des pays qui ont dépensé des milliards, qui ont construit des arsenaux spectaculaires sur papier et qui se sont retrouvés avec du matériel cloué au sol le jour où ça comptait vraiment, faute de pièces, faute de techniciens, faute de munitions. L'Algérie a retenu cette leçon. Et depuis plusieurs années, en parallèle de ses acquisitions extérieures, elle mène un effort qui est peut-être le plus décisif de tous. Elle construit une industrie de défense nationale. Elle fabrique ses propres armes. Elle forme ses propres ingénieurs. Elle développe ses propres technologies. Et en 2026, les résultats commencent à être suffisamment documentés pour qu'on puisse en parler avec précision, avec preuve, sans exagération. 10 domaines, 10 programmes, 10 raisons de comprendre que ce qu'on est en train de construire ici, c'est autre chose qu'un simple catalogue d'achat militaire. Alors on va les passer en revue un par un, et pour chacun ce que ça signifie concrètement pour la souveraineté réelle du pays. On commence par la base. Parce qu'avant les drones furtifs, avant les missiles de croisière, avant tout le spectaculaire, il y a une réalité brutale. Une armée qui ne peut pas s'approvisionner en munitions et en armes légères de manière autonome. C'est une armée qui dépend d'une chaîne logistique internationale. Une chaîne qui peut être sanctionnée, perturbée ou tout simplement retardée au mauvais moment. C'est là qu'intervient l'entreprise des constructions mécaniques de Kenchela, une des installations les plus stratégiques du dispositif algérien. Elle produit sous licence officielle, avec une intégration locale qui ne cesse de progresser, un arsenal complet d'armes légères et de soutien. Les Kalachnikov dans leur version classique, mais aussi dans des versions entièrement modernisées pour le combat contemporain. Des fusils de précision longue portée sur plateforme Dragunov, des mitrailleuses RPD, des lance-roquettes RPG avec une puissance de destruction améliorée. Mais ce qui fait vraiment la différence dans ce programme, c'est un détail que beaucoup ratent. L'intégration de la maintenance des MANPADS, les systèmes de défense aérienne portatifs, dans le périmètre de production locale. Pensez-y, dans les conflits modernes, les drones et les hélicoptères sont partout, tout le temps, au-dessus des forces au sol. Pouvoir maintenir ces systèmes anti-aériens sans dépendre d'un soutien extérieur, c'est pas un avantage tactique secondaire, c'est critique, stratégiquement critique. Les munitions. Et là, on monte d'un cran dans l'ambition. Les usines de l'armée algérienne produisent désormais en totalité les munitions pour armes légères dont les forces terrestres ont besoin. Obus de mortier, projectiles RPG, munitions d'artillerie lourde fabriquées sur place, bombes classiques et guidées pour l'armée de l'air. Et depuis 2026, et c'est là que ça devient vraiment significatif, une étape que très peu de pays africains peuvent revendiquer, la fabrication de missiles tactiques pour frappe à courte portée et de roquettes d'appui équipées de têtes explosives de nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple, l'Algérie n'a plus besoin d'aller acheter ses munitions ailleurs pour défendre son territoire. Ces stocks sont alimentés par une production nationale dont elle contrôle elle-même le rythme et les spécifications. Aucune sanction internationale, aucune décision politique d'un fournisseur étranger, aucune perturbation logistique. Rien de tout ça ne peut vider ses réserves tant que ses propres usines tournent. Voilà ce que c'est la souveraineté militaire réelle, pas un slogan, une réalité industrielle. Maintenant, parlons mobilité. Parce que défendre un territoire de 2 400 000 km²
dont une bonne partie est constituée de déserts sahariens, parmi les plus hostiles de la planète sur le plan opérationnel, ça ne s'improvise pas. Pour ça, l'Algérie a développé un partenariat de production de véhicules militaires avec Mercedes-Benz, avec des usines d'assemblage implantées à Rouiba Tiaret et Ain Bouchekif. Et ce que ces usines produisent, on va en parler maintenant. Ce partenariat avec Mercedes-Benz, il produit 2 catégories de véhicules, et les 2 sont indispensables pour des raisons complètement différentes. Première catégorie, les camions lourds, Actros et Zetros. L'épine dorsale logistique de l'armée algérienne. Ces engins sont conçus pour des charges qui dépassent la capacité de quasiment tous les autres camions militaires disponibles sur le continent africain. Remorquer les pièces d'artillerie les plus lourdes de l'arsenal, transporter des radars entiers, des systèmes de missiles de défense aérienne complets, assurer la logistique dans des terrains où les routes n'existent tout simplement pas. C'est ça leur mission. Mais ce qui les rend vraiment différents des versions civiles, c'est ce que les ingénieurs algériens ont fait dessus. Parce que rouler dans le Sahara, c'est pas rouler sur l'autoroute A6. Les moteurs ont été adaptés pour résister à des températures qui dépassent les 50 degrés. Les systèmes de filtration ont été repensés spécifiquement pour le sable fin saharien, celui qui détruit un moteur conventionnel en quelques heures. Les suspensions ont été renforcées pour les terrains rocheux et sablonneux. Ce sont des ingénieurs algériens qui connaissent ce terrain, qui ont développé ces modifications. Pas un bureau d'études en Allemagne. Deuxième catégorie, les classes G tout-terrain. Une mobilité complètement différente, plus rapide, plus agile. Commandement, surveillance des frontières, déplacement rapide des unités de réaction. Mettez les 2 catégories ensemble et vous obtenez une armée capable de couvrir l'ensemble des scénarios opérationnels sur son territoire, des plaines côtières méditerranéennes jusqu'aux Herdes du Grand Sud. Du nord au sud, aucun angle mort. Les véhicules blindés. Et là, on entre dans l'un des programmes les plus ambitieux et les plus révélateurs de toute l'industrie de défense algérienne. Parce que ce qu'on observe ici, ce n'est plus de l'assemblage sous licence. C'est une montée en compétences réelles, documentées, qui va bien plus loin. Le centre névralgique de cette production, c'est Constantine. C'est là qu'est assemblé le Fuchs 2, un blindé à 6 roues motrices, conçu pour 2 missions précises, transporter des soldats en sécurité dans des zones contestées et assurer la reconnaissance avec observation de l'ennemi. 6 roues, et ce détail compte. Dans les terrains accidentés qui caractérisent de nombreuses zones frontalières algériennes, cette configuration offre une capacité de franchissement nettement supérieure à un blindé classique à 4 roues. C'est pas anodin. En parallèle, 2 autres lignes de production tournent, le Puma et le Nimmer Algérie. Et ce dernier, il mérite qu'on s'y arrête. Parce que le Nimmer Algérie, c'est pas juste un blindé de plus. C'est un véhicule à 4 roues équipé d'une protection spécifique contre les mines et les engins explosifs improvisés. Dans les zones frontalières du Sud, où la menace des groupes armés utilisant des IED est réelle et documentée, pas hypothétique, réelle, cette protection ne relève pas de la théorie. Elle est directement opérationnelle, dès aujourd'hui, sur le terrain. Mais produire de nouveaux blindés, c'est seulement une partie de l'équation. L'autre partie, celle que beaucoup négligent, c'est ce qu'on fait avec les systèmes qui existent déjà. C'est là qu'intervient la base centrale de logistique. Et ce qu'elle fait avec le BCLM5 est parfaitement illustratif de la doctrine algérienne. On prend le M5, on le fait évoluer vers le M54. Concrètement, des plaques de blindage renforcées et des tourelles équipées d'armements télécommandés depuis l'intérieur du véhicule. Ce dernier point change tout pour les équipages, parce que ça signifie qu'ils n'ont plus besoin de s'exposer pour engager une cible. Dans un engagement, c'est la différence entre vivre et mourir. Mais ce qui est vraiment stratégiquement important ici, c'est pas juste la modernisation en elle-même. C'est ce que ça révèle sur la doctrine industrielle algérienne. Une même infrastructure qui produit du neuf et modernise de l'existant en parallèle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'Algérie peut maintenir la masse totale de ses forces blindées sans avoir à tout remplacer, sans dépenser des milliards pour renouveler intégralement un parc, tout en développant simultanément des capacités nouvelles. C'est de la gestion industrielle intelligente. Et dans le domaine militaire, l'intelligence industrielle, ça vaut autant que la puissance de feu. La base centrale de logistique, elle ne s'arrête pas aux véhicules blindés.
Elle est aussi au cœur d'un programme qui illustre peut-être mieux que n'importe quel autre la doctrine industrielle algérienne dans toute sa cohérence. Les chars T-72. Au lieu de les mettre à la retraite pour acheter des systèmes entièrement nouveaux, coûteux, dépendants de fournisseurs étrangers, l'Algérie fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle les modernise. Et ce qu'elle leur ajoute, c'est pas du cosmétique. Premièrement, des caméras thermiques avancées. La nuit, pour un équipage équipé de ce système, c'est comme en plein jour. La détection de cibles ne dépend plus de la lumière ambiante. Deuxièmement, des briques de blindage réactif. Le principe est brutal dans sa simplicité. Au moment de l'impact d'un missile ennemi, ces briques explosent vers l'extérieur pour dévier ou détruire la charge creuse avant qu'elle ne pénètre le blindage principal. C'est une couche de protection supplémentaire qui change radicalement l'équation de survie du char. Troisièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la modernisation complète des systèmes radio et de guerre électronique. Pourquoi c'est le point le plus significatif? Parce qu'un char moderne ne combat plus seul. Il fait partie d'un réseau. Un réseau qui lui fournit des informations de ciblage en temps réel, qui l'alerte des menaces dans son environnement immédiat, qui coordonne ses actions avec toutes les autres unités de l'ensemble opérationnel. Moderniser les communications d'un T-72, c'est pas juste mettre à jour un vieux char, c'est l'intégrer dans une doctrine de combat moderne et connectée. C'est transformer un système d'une autre époque en un élément pleinement opérationnel du champ de bataille numérique d'aujourd'hui. La défense aérienne. Et ici, je vais être direct, on est peut-être face au développement le plus stratégiquement significatif de tout le programme industriel de défense algérien. Voilà pourquoi. Connecter un radar produit localement à un système de missiles de défense, c'est pas juste une prouesse technique. C'est créer un réseau électronique dont l'Algérie contrôle absolument tous les composants. Modifier les logiciels. Elle le fait elle-même. Mettre à jour les protocoles de communication. Elle le fait elle-même. Intégrer de nouvelles menaces dans les bases de données de ciblage. Elle le fait elle-même, sans attendre une mise à jour qu'un fournisseur étranger daignerait lui envoyer ou pas. Sans dépendre d'une décision politique qui pourrait bloquer l'accès à ces mises à jour au pire moment possible. Le réseau lui appartient, entièrement. Maintenant les drones. Et là, on parle de la trajectoire de montée en puissance technologique la plus rapide de tout le programme de défense nationale. Les drones Algérie 54 et Algérie 55, ce sont des appareils stratégiques de grande envergure, conçus pour la surveillance longue durée à haute altitude. Dans le contexte algérien, cette capacité répond à un besoin opérationnel qui est concret, immédiat et massif. Comment surveiller des milliers de kilomètres de frontières sahariennes qu'aucune patrouille terrestre ne peut couvrir en continu? C'est un défi logistique colossal. Ces drones y répondent en maintenant une présence de surveillance permanente au-dessus de zones que l'armée ne peut physiquement pas occuper en permanence et en détectant et guidant des frappes d'artillerie sur des cibles à distance. Présence sans exposition, frappe sans contact. C'est la doctrine du futur, et l'Algérie la met en œuvre maintenant. Le drone AE700, lui, c'est une autre logique. Plus compact, plus agile, il remplit une fonction différente et complémentaire. Entraînement des pilotes, reconnaissance tactique au niveau des unités terrestres, et surtout, sa taille le rend déployable par des unités qui n'ont pas accès aux infrastructures nécessaires pour opérer les grands drones stratégiques. C'est la capillarité de la capacité drone, du sommet stratégique jusqu'à l'unité de terrain. Mais le développement le plus significatif de 2026, celui qui change vraiment la donne, c'est deux choses simultanées. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de drones algériens et l'ouverture d'usines dédiées à la production de drones kamikazes. Ces petits appareils conçus pour voler en essaim coordonné et s'écraser sur des cibles précises, c'est une rupture technologique dans la doctrine de frappe. Pas une évolution, une rupture. L'Ukraine l'a démontré, le Moyen-Orient l'a confirmé. Des essaims de drones kamikazes peuvent saturer et neutraliser des systèmes de défense aérienne parmi les plus sophistiqués du monde, à un coût unitaire incomparablement inférieur à celui des munitions conventionnelles qu'ils détruisent. L'Algérie a regardé ces conflits, elle a retenu la leçon, et maintenant, elle agit. Passons à Ain Arna, dans la wilaya de Sétif.
Parce que ce qui se construit là-bas, c'est l'une des installations industrielles militaires les plus importantes de la nouvelle économie de défense algérienne. C'est là que prend vie le partenariat avec Leonardo, le géant aéronautique italien, pour l'assemblage local des hélicoptères militaires AW-139 et AW-149. Deux plateformes polyvalentes de haute performance. Transport d'unités de combat sur le terrain, sauvetage en mer ou dans le désert, évacuation de blessés. Et dans leur version modifiée localement, système d'armement complet, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes sous les ailes. Un seul appareil, plusieurs missions. C'est ça la polyvalence opérationnelle. Mais les hélicoptères eux-mêmes, aussi performants soient-ils, ne sont pas ce qu'il y a de plus important dans ce programme. Ce qui est stratégiquement plus précieux, c'est ce que ce partenariat construit en termes de capital humain. Pensez-y, former des mécaniciens capables de maintenir des hélicoptères de ce niveau de sophistication. Former des ingénieurs capables de comprendre ces systèmes et de les modifier. Créer une culture industrielle aéronautique qui se mesure à un niveau de compétence international. Ça, c'est pas un actif qui disparaît à la fin d'un contrat. C'est un investissement dont les bénéfices se mesureront sur des décennies. Les appareils vieillissent. Les compétences humaines, elles se transmettent, s'amplifient, se diversifient. C'est ça le vrai héritage de ce programme. Maintenant, Mers El-Kébir, la grande base navale d'Oran. Et ce qui s'y passe autour des sous-marins de la classe Kilo, c'est quelque chose que les marines voisines et les analystes extérieurs surveillent avec une attention très particulière, et pour cause. Les ingénieurs militaires algériens y installent de nouveaux systèmes de sonar à l'intérieur des submersibles, améliorant leur capacité à détecter des navires adverses à grande distance sous la surface. Ils modernisent les systèmes de guerre électronique pour maintenir ces sous-marins aussi discrets que possible. Dans la guerre sous-marine, la discrétion n'est pas un avantage parmi d'autres, c'est l'avantage décisif. Et ils mettent à jour les ordinateurs de bord qui contrôlent les missiles de croisière calibre, permettant à ces armes stratégiques de conserver leur précision et leur fiabilité à mesure que leur logiciel évolue. Un calibre qui reste précis, c'est une menace qui reste crédible, indéfiniment. Et c'est là que réside l'avantage stratégique fondamental de ce programme de modernisation locale. Un sous-marin dont tous les systèmes critiques ont été mis à jour et sont maintenus par des techniciens nationaux, c'est un sous-marin dont la capacité opérationnelle ne dépend d'aucune décision politique étrangère. Aucune. La Russie ne peut pas réduire la disponibilité opérationnelle de la flotte sous-marine algérienne en retardant une livraison de pièces. Elle ne peut pas la fragiliser en refusant une mise à jour logicielle. Ces leviers n'existent plus. L'Algérie gère ses sous-marins elle-même. Point. Maintenant, Dar el-Beida, la base près d'Alger qui abrite les installations de maintenance et de modernisation des chasseurs Su-30MKA. Et ce que les techniciens algériens ont développé ici, il faut le dire clairement, dépasse largement le niveau de compétence que la plupart des pays exploitant cet appareil ont réussi à construire. Largement. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Des révisions complètes des appareils, démontage total, remplacement des pièces usées, modification des cockpits avec remplacement des anciens écrans par des interfaces numériques de nouvelle génération, installation de radars plus puissants avec une portée de détection améliorée. Et point crucial, modification des systèmes d'armes pour permettre l'intégration de nouveaux missiles russes et chinois. Ce dernier élément, il change tout. Un chasseur capable d'intégrer de nouveaux missiles sans intervention du fabricant d'origine, c'est un chasseur dont les capacités de combat peuvent évoluer en permanence au rythme des développements technologiques disponibles sur le marché. L'Algérie ne demande la permission à personne pour moderniser ses avions de combat. Ce point-là, il mérite qu'on s'y arrête une seconde, parce que ce qu'il implique va bien au-delà de la maintenance d'un appareil existant. Un chasseur adaptable à de nouveaux missiles sans intervention du fabricant d'origine, c'est un chasseur dont les capacités de combat ne sont pas figées dans le temps. L'Algérie voit un nouveau missile apparaître sur le marché. Elle décide de l'intégrer. Elle procède elle-même à cette intégration, sans demander l'autorisation, sans attendre un programme de mise à jour que le fabricant déciderait, ou pas, de lui proposer. C'est une liberté opérationnelle que très peu d'armées africaines possèdent. Très peu. Maintenant, le chantier naval de Mers El-Kébir.
Parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qui s'y construit au-delà des sous-marins. Et c'est là que se bâtit la flotte de surface de la Marine nationale algérienne. Avec ces dernières années, un développement remarquable. La capacité à concevoir et fabriquer des navires de guerre de conception entièrement nationale. Les corvettes de la classe Djebel Chenoua. Des navires de guerre rapides conçus en Algérie, fabriqués en Algérie, équipés de canons de gros calibre et de missiles anti-navires. Deux missions essentielles. La première, surveillance et protection des côtes algériennes, plus de 1200 km de façade méditerranéenne. Ce n'est pas une ligne à défendre, c'est une frontière stratégique à part entière. Mais la deuxième mission de ces corvettes, elle est peut-être encore plus stratégiquement importante que la première. Et c'est celle qu'on évoque rarement, la protection des plateformes offshore de gaz et de pétrole. Ces infrastructures constituent une part essentielle des revenus de l'État algérien. Et dans n'importe quel scénario de conflit ou de pression économique, elles sont des cibles. Des cibles potentielles, réelles, identifiées. Disposer d'une force navale nationale capable de les protéger, c'est pas juste une question militaire. C'est une exigence de souveraineté économique. Parce qu'une plateforme offshore détruite ou neutralisée, c'est pas seulement un dommage matériel. C'est une arme de pression économique redoutable entre les mains d'un adversaire. Les corvettes Djebel Chenoua ferment cette fenêtre de vulnérabilité. Et pour compléter ce dispositif naval, l'Algérie fait quelque chose qui illustre parfaitement sa doctrine industrielle dans toute sa cohérence. Elle prend ses corvettes achetées à la Chine, les types 56, et elle y installe des radars fabriqués en Algérie et des systèmes de guerre électronique modernes. Des composants nationaux sur une plateforme étrangère. C'est exactement la même logique que celle appliquée aux chars T-72, aux sous-marins Kilo et aux chasseurs Su-30. Remplacer progressivement les systèmes critiques étrangers par des équivalents nationaux pour réduire année après année la dépendance opérationnelle. Une plateforme à la fois, un système à la fois, méthodiquement, inexorablement. Prenons maintenant la hauteur nécessaire. Parce qu'après avoir passé en revue tous ces programmes, il faut comprendre ce qu'ils représentent réellement ensemble dans leur cohérence globale. Ce n'est pas une liste de projets militaires isolés. Ce n'est pas une série d'achats disparates habillés en stratégie. C'est une doctrine industrielle cohérente avec un objectif clairement défini et systématiquement poursuivi. Réduire chaque année, sur chaque segment, la dépendance militaire algérienne vis-à-vis de fournisseurs étrangers. Construire une chaîne d'approvisionnement nationale pour les munitions, les pièces de rechange, les systèmes d'armes. Former une génération entière d'ingénieurs, de techniciens et de mécaniciens capables de maintenir et moderniser des équipements militaires sophistiqués sans aide extérieure. Regardez ce que ça donne concrètement. Des munitions fabriquées localement qui alimentent les stocks. Des véhicules blindés assemblés à Constantine et à Rouiba. Des hélicoptères produits à Sétif. Des sous-marins modernisés à Mers el-Kébir. Des chasseurs entretenus à Dar el-Beida. Des drones développés à Batna. Des corvettes construites dans les chantiers navals algériens. Ville après ville, programme après programme. Une chaîne industrielle de défense qui se tisse maillon par maillon. Et ce que cette chaîne représente, ce n'est pas de la fierté nationale. Enfin, si c'en est aussi. Mais c'est surtout autre chose. C'est une garantie. La garantie que si un fournisseur étranger décide de couper ses livraisons, l'armée continue. Que si des sanctions internationales perturbent les circuits d'approvisionnement, l'armée continue. Que si une crise géopolitique isole le pays de ses partenaires habituels, l'armée continue. Elle fonctionne, elle se maintient, elle se défend. C'est ça la souveraineté militaire.